Bienvenue à Cogito, l'émission de vulgarisation scientifique des étudiantes et étudiants au cycle supérieur de l'Université Laval. Aujourd'hui, on rencontre Jérôme et Rachel. Je vais commencer avec toi, Rachel. Peux-tu nous parler un petit peu de ton sujet? Sur quoi tu travailles? En fait, je travaille au niveau de la peau. J'ai étudié comme chimiste cosmétique dans le passé et actuellement, je suis en sciences pharmaceutiques où je vais étudier la maladie du psoriasis. Donc, le psoriasis, c'est pas toujours clair pour tout le monde c'est quoi. C'est une maladie de peau, en fait, qui touche 3 de la population puis qui va créer vraiment des plaques épaisses, squameuses. C'est vraiment inconfortable pour les gens. Puis actuellement, il n'y a aucun traitement curatif. C'est vraiment une maladie qui est un peu comme l'eczéma, difficile à traiter. Puis, moi, je vais m'occuper, en fait, de faire des études in vitro, qu'on dit. Donc, des études qui sont sur des cellules où je vais tester différents ingrédients pour voir leur potentiel antipsoriasique, donc leur potentiel à traiter la maladie. Je suis une passionnée des cosmétiques depuis mon enfance. Donc, c'est pourquoi je me suis dirigée vers cette ligne-là assez rapidement, en même temps de démarrer mon entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me passionne quotidiennement. OK, donc on a vraiment un portrait très diversifié. Tu es à la fois entrepreneur, spécialiste de la cellule, finalement, puis de son application en cosmétologie. Exactement, Wow. exactement. En fait, mon projet, je travaille avec une entreprise qui s'appelle Lucas Meyer Cosmétiques. Donc, eux, ils font des ingrédients actifs pour les cosmétiques. J'ai travaillé pour eux dans le passé, puis c'est là que j'ai réalisé que certaines de leurs molécules auraient un potentiel antipsoriasique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas les tester? On va voir ce que ça donne. Puis, ce qui est intéressant de travailler avec eux, c'est qu'eux ont déjà découvert certains mécanismes de ces molécules-là. Donc, sans savoir le mécanisme final qui pourrait avoir une action sur le psoriasis, mais ça me donne quand même des pistes de quelle pourrait être la voie d'action pour traiter la maladie. Ce qui est intéressant aussi avec mon entreprise, bien, certaines de ces molécules-là, je vais les utiliser aussi dans mes produits. Donc, ça reste des molécules de qualité. Et toi, Jérôme, est-ce que tu peux nous présenter ton sujet de recherche? Oui, bien moi, je m'intéresse à la stigmatisation des personnes séropositives, mais dans les milieux de soins. Donc, on sait que les personnes qui sont atteintes du VIH, bien malheureusement, sont victimes de la stigmatisation, donc tous les préjugés, toute la discrimination. On sait que monsieur, madame, tout le monde, des gens ont des préjugés envers ces personnes-là. Et malheureusement, ça s'applique aussi aux soignants. Donc, il y a des soignants qui endossent ou qui perpétuent ces préjugés-là à l'endroit des personnes séropositives. C'est un problème assez important parce que c'est montré aussi que ça diminue le recours aux soins. Donc, évidemment, les gens qui sont atteints, sachant qu'ils ne seront pas nécessairement bien reçus quand ils vont aller à l'hôpital, ils vont moins consulter. Donc, évidemment, ça dégrade aussi leur santé, ce qui favorise aussi la transmission du virus, parce qu'évidemment, le virus, on sait qu'il se transmet mieux s'il est très actif dans l'organisme. Donc, la personne qui n'a pas accès à des soins de santé, risque d'être dans un état de santé où c'est plus facile de propager le virus. Donc, c'est un problème qui est important, qui est insidieux aussi. Dans certains pays, on va charger des taxes supplémentaires aux patients pour nettoyer l'équipement après leur passage, ce qui est absolument pas nécessaire de toute façon. Dans certains pays, on va brûler même l'équipement. On va brûler les draps dans lesquels ils ont dormi après leur passage. Donc, on va leur charger de l'argent pour ça aussi. Dans certains pays, on va refuser de les soigner, tout simplement. Puis, bien évidemment, au Québec, je vous rassure, on n'en est pas à l'étape de brûler les draps, heureusement. Mais il y a quand même toute une espèce de... Il y a des choses, des fois, qui sont très insidieuses puis très subtiles. Des fois, ça peut s'exprimer de façon très, très claire, très violente. Voyons pourquoi tu as le VIH, puis c'est parce que tu as couru après, tu l'as mérité, ou c'est ça qui arrive quand on prend de la drogue, ou tu avais juste à pas coucher à gauche, à droite. Mais il y a aussi tout quelque chose de très insidieux là, qui est « Ah, mais oui, pas de problème, monsieur, mais on va vous voir en fin de journée parce qu'on doit désinfecter le matériel après votre passage, ou on va mettre les patients en chambre d'isolement, on va dévoiler leur statut sérologique aux collègues, des gens qui n'ont pas nécessairement besoin de savoir ça. Donc, par exemple, on va dire au gars de l'entretien ménager, tu feras attention, dans telle chambre, le patient, il y a le VIH. Donc, tout ça se fait gentiment, mais en fait, c'est extrêmement violent, puis on sait que ça a des conséquences très graves là, sur la santé des personnes atteintes. On parle du psoriasis. Pour beaucoup de monde, hein, pour toi, pour moi, pour pas mal de monde, c'est un petit peu abstrait. On sait que c'est de la peau qui pique et tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui se passe au niveau de la cellule elle-même? Oui. En fait, ce qui arrive, c'est que le psoriasis, comme je dis, ça peut avoir plusieurs causes. Mais c'est quoi les impacts que ça a? Donc, on dit que
le premier impact, c'est l'hyperprolifération des kératinocytes. Donc, ça, c'est un gros mot pour dire que notre peau se régénère beaucoup plus rapidement. Donc, elle devient beaucoup plus épaisse. Mais il y a d'autres choses qui viennent avec ça. Donc, on va avoir l'infiltration de cellules immunitaires, donc qui vont créer de l'inflammation. Donc, c'est des choses qui sont très inflammées. Donc, c'est important de travailler aussi au niveau inflammatoire, immunitaire. Donc, c'est une maladie qui est auto-immune. Et par la suite, on a tout le côté angiogénique, donc le côté génération de vaisseaux sanguins. Les plaques, généralement, ils vont avoir des rougeurs. Puis ces rougeurs-là vont être issues, oui, de l'inflammation, mais beaucoup de la prolifération de nouveaux vaisseaux sanguins. Les patients qui sont atteints de psoriasis, quand même assez grave, vont avoir 2 fois plus de cellules endothéliales, donc de cellules qui vont créer des vaisseaux sanguins qu'une personne saine. Donc, on parle quand même d'une maladie qui va toucher plusieurs facteurs. Dans le passé, on voyait ça un peu comme la lèpre. Il disait que les gens, c'était des lépreux. Puis c'était, tu sais, c'est quand même dur sur le moral de se faire juger, quotidiennement, tu te sens pas normal, tu te sens jugé par les autres. Donc, il y a tout un côté aussi instruction, c'est pas contagieux, je veux dire, faut pas avoir peur de cette maladie-là, puis c'est, juste d'amener les gens à ne pas juger les autres pour diminuer ce stress-là qui est occasionné, puis aussi d'amener la personne à bien vivre avec ça, puis essayer de trouver aussi des traitements qui fonctionnent pour elle ou la rendre plus confortable. Donc, c'est à 2 volets, puis la peau, en fait, 30 des maladies de peau, ils sont en lien direct avec la psychologie. Donc, c'est quand même énorme. Donc, il faut quand même prendre en compte toute la pensée de la personne, tout ce qui entoure, le jugement des autres encore, ça a un gros impact sur les maladies. Donc, toi, tu es dans l'infiniment petit. Et toi, de ton côté, Jérôme, on n'est pas dans la cellule du tout. Ou plutôt, on va être dans la cellule sociale. On est chez les gens eux-mêmes, ça. Comment c'est reçu et tout ça. Peux-tu nous parler de ta démarche, puis peut-être de la manière dont tu travailles? Comment tu récoltes les données de ton étude? En fait, j'ai une première phase qui est très théorique, dans le fond, parce que des interventions qu'on a faites auprès des infirmières, dans le fond, il y a 2 familles d'interventions, c'est-à-dire qu'on est allé, par exemple, dire aux infirmières « arrêtez de faire ça » ou « faites ceci » ou « faut que tu saches cela ». Alors, donc, on leur donne des informations, on leur fait rencontrer des personnes séropositives, on fait toutes sortes de trucs pour essayer de modifier leur disposition intérieure, le regard qu'elles portent sur la personne séropositive. Puis on a une autre famille d'interventions qu'on fait auprès des personnes séropositives pour leur apprendre à vivre avec le fait que la maladie que tu portes, ou le virus, pas la maladie, le virus dont tu es porteur, malheureusement, c'est un virus qui n'est pas compris par tout le monde, qui a encore beaucoup de préjugés. Donc, on va essayer de trouver des interventions pour accompagner les personnes atteintes pour qu'elles puissent essayer de bien vivre avec ça. Sauf que, tu sais, dans le fond, quand on y pense, là, on dirait que ces interventions-là sont faites pour comme les séparer. Il faut que tu résistes. Tu sais, je veux dire, l'infirmière, c'est une menace, la société. Tu sais, donc, on a un message qui est nécessaire. Tu sais, moi, pour avoir travaillé comme clinicien avec des personnes séropositives, j'ai fait ça et je pense que c'était une bonne chose, tu sais, de dire, ben là, écoute, je t'annonce aujourd'hui que tu es séropositif. Puis là, avant que tu ailles l'écrire sur Facebook, j'ai quelques petits trucs à te dire. Je caricature, mais à peine, en fait. Parce qu'il faut apprendre à la personne à dévoiler son statut et éventuellement à ne pas le dévoiler. Donc, on lui apprend à gérer ça. Quelles sont les situations sociales où c'est indispensable de le dire, puis celles où, mon Dieu, garde ça pour toi? Ouais. Est-ce que tu dois le dire à ton employeur? Mais est-ce que tu dois le dire tout de suite? Tu as peur d'être infecté. Bien, c'est logique d'avoir peur d'être infecté. Tu as tel âge, tu as des enfants, tu veux vivre vieux, tu n'as pas envie de l'attraper et je te comprends. Alors, je peux essayer de te rationaliser pour dire arrête d'avoir peur. Ou je peux essayer de dire qu'est-ce que tu as dans tes motivations professionnelles qui ferait que tu la surmonterais, cette peur-là. De façon un peu à aller vers la personne séropositive, même si tu as peur. Puis qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne séropositive-là pour qu'elle accepte de t'écouter? Parce qu'on lui a déjà dit de ne pas t'écouter. Donc, la première partie est très théorique. Dans le fond, c'est vraiment de l'analyse des études qui ont été publiées sur la question. C'est vraiment d'aller déconstruire chacun des articles et dire « Ouais, tu es allé lui dire ça. » Mais ça fait référence à quel mécanisme intérieur ce que tu lui as dit? Est-ce que ça fait référence aux peurs, aux croyances, aux préjugés? Est-ce que ça fait... Donc, c'est d'aller déconstruire tout ça, puis après ça, de le réassembler. On est vraiment dans le qualitatif là, pour cette portion-là. Effectivement. Donc, on a une analyse des textes, de la pensée des gens qui ont fait des interventions, pour voir, OK, bien, si je réinterprète ce qui est écrit de telle façon, peut-être que ce mécanisme-là, ça pourrait fonctionner. Puis la deuxième phase, effectivement, est beaucoup plus qualitative. Ça veut dire qu'une fois que je vais avoir fait cette espèce de schéma théorique-là, bien, je pense que si on disait ça aux infirmières, elles seraient capables de l'entendre, puis elles seraient capables de l'exprimer,
puis les personnes séropositives seraient capables de l'accueillir. Ben, après ça, la deuxième phase, ça va être d'aller valider ce schéma théorique-là auprès des infirmières et des personnes séropositives, puis de leur demander est-ce que c'est logique pour toi? Est-ce que cette construction-là te semble appropriée? Si je te dis ça, est-ce que ça va diminuer tes peurs? Est-ce que tu vas les surmonter? Puis toi, si je te dis ça, est-ce que tu vas être capable de pardonner, là? Pas pardonner, mais est-ce que tu vas être capable de comprendre que l'infirmière, là, elle est en train de te tendre la main? Et toi, de ton côté, Rachel, tu travailles sur le psoriasis, mais tu travailles avec des sujets humains. Est-ce que tu travailles sur un corpus de patients ou tu travailles sur la cellule elle-même? En fait, dans mon établissement, ça s'appelle le LOEX. C'est le Centre d'organogénèse expérimentale. C'est un des plus gros centres au monde où on fait de la culture cellulaire. Donc, je suis vraiment chanceuse de pouvoir être là. Et ce qui est particulier, c'est qu'on reçoit des biopsies. Donc, on reçoit des biopsies de patients sains ou de patients psoriasiques. Donc, c'est littéralement des bouts de peau qu'on reçoit. Et on va extraire de ces bouts de peau-là les cellules que ça nous prend pour pouvoir prendre ces cellules-là puis les mettre en culture. Donc, c'est très particulier. C'est comme faire de la culture de plantes, mais avec des cellules humaines. Donc, c'est vraiment un monde en soi. Et on est très chanceux, justement, d'avoir accès à des cellules psoriasiques, de patients psoriasiques qui donnent un peu leur peau à la science, donc des petits bouts de peau, pour que nous, on puisse tester des molécules, qu'on puisse avancer dans les traitements. Donc, on est assez chanceux à ce niveau-là. Je prends ces fameuses cellules-là, je les mets en culture, donc je leur donne un milieu comme des nutriments. Et ils vont croître pour former des substituts de peau qu'on appelle comme des petits bouts de peau sur lesquels je vais pouvoir tester mes molécules puis voir les impacts. Donc, c'est très expérimental, mais ça va être le plus proche qu'on peut avoir de la réalité d'une peau psoriasique sans aller directement sur les patients ou aller, par exemple, sur les animaux. Donc, c'est quand même une approche qui nous permet d'éliminer les choix de molécules qui n'auraient pas d'impact, puis de choisir spécifiquement celles qui vont pouvoir passer à la prochaine étape. Oui, donc la prochaine étape, forcément, ce sera avec des volontaires qui seront d'accord pour tester. Exact, exact. Comment tu gères ça dans ton projet à toi, là, de façon très personnelle? J'imagine qu'il y a beaucoup d'essais qui aboutissent à rien. Comment ça se passe pour toi? Une journée type là, dans ta vie de chercheur? Ben, c'est sûr que chaque jour est un peu différent, surtout en culture, mais au début, on fait un screening, donc on choisit un peu les molécules en fonction de ce qu'on sait d'eux, puis que, OK, celle-là, elle a du potentiel parce qu'elle a plein de polyphénol, ou celle-là, elle a du potentiel parce qu'elle a ci, puis tu choisis tes molécules en fonction de ce que tu as, puis tu vas faire, dans le fond, des tests de toxicité. Donc, c'est la première étape. C'est important de savoir si c'est toxique ou pas. Ouais. Donc, tu sais, des tests de toxicité. Donc, tu mets tout, dans le fond, c'est des plaques 96 puis des petites plaques. Puis là, tu vas faire tes tests, différentes concentrations, parce que toute molécule est toxique. Ça, c'est important. L'eau est toxique. Hein? Donc, il faut juste voir à quelle concentration elle est. Donc, c'est les premiers tests à faire. Par la suite, OK, ben moi, c'est quoi que je veux vérifier? Le psoriasis, je vous l'ai dit, ça fait des espèces de plaques. Donc, ça, c'est causé parce qu'une des cellules, les kératinocytes, c'est celles qui sont de l'épiderme, donc la couche en surface, ils se multiplient, donc ils prolifèrent super rapidement. Donc, juste pour vous donner une idée, on perd toute la peau quotidiennement. On appelle ça le processus de desquamation. Mais les gens atteints de psoriasis, au lieu que leur peau se régénère en 15 à 30 jours, ils vont se régénérer plutôt en 4 à 7 jours. Donc, c'est quand même énorme, là. Donc, si on se dit que ton épiderme, normalement, en 28 jours, il est régénéré au complet, bien, en 7 jours, je vais te dire que ça en fait de la peau. C'est comme de l'hyperactivité épidermique, finalement. Exactement. Voyons souvent, je compare. C'est facile à comparer au cancer. Au cancer, c'est une cellule qui va se multiplier quand même très rapidement puis qui ne va pas réagir comme les autres. Bien, le psoriasis, c'est un peu la même chose. Mes cellules, ils se reproduisent. Puis, en fait, ça cause ces plaques-là. Donc, mes premières étapes, c'est ça. Par la suite, c'est de dire, OK, j'ai choisi mes molécules. Bien là, je vais passer à l'étape culture cellulaire, donc faire les substituts de peau. Puis ça a l'air facile, mais c'est quand même un 2 mois et demi de culture, là. C'est quand même très long pour avoir... le moment où tu as la cellule puis le moment où tu as de quoi pour tester, finalement? Exactement. Exactement. C'est 2 mois et demi. En fait, la plupart des cellules, en fait, on a une biopsie, puis on va la congeler dans des à moins 180, donc c'est quand même congelé dans le très froid. Pour pouvoir préserver ça pendant des années, on peut faire plusieurs fois des cultures comme ça.
Puis moi, je vais prendre, dans le fond, ces cellules-là, puis je vais partir une culture et je vais faire un X nombre de substituts. Donc, actuellement, je suis avec une manip de 108 substituts, ce qui est quand même énorme. C'est quand même beaucoup de charge de travail. Donc, je vais passer mes lundis, mercredis, vendredis, pas mal juste à faire ça. Mais sinon, c'est les mardis, jeudis, ça va plus être de la recherche. La culture, c'est pas nécessairement tous les jours, c'est à tous les 2 jours. Donc, j'ai 2 jours dans ma semaine où je vais plus effectuer de la recherche sur mes molécules. Ou encore, quand j'ai fini ma manipulation, bien, je vais faire des tests. Donc, ça va être différents tests pour analyser, dans le fond, ma peau. Donc, il va y avoir des colorations, puis je vais regarder l'impact sur ma peau. J'aimerais t'entendre, toi, comment tu vois ça, Jérôme, peut-être la vulgarisation scientifique autour de la particularité là, que tu étudies? J'aimerais que ça soit plus valorisé, peut-être dans le monde scientifique. C'est important de diffuser les connaissances. Quand on devient professeur, il faut publier des articles, mais souvent les articles qui sont lus par d'autres scientifiques. D'autres spécialistes. Et c'est important de le faire, puis il faut que ça soit fait. Mais je pense qu'on gagnerait à avoir une société qui comprend mieux la science, qui comprend surtout les limites de la science. Donc, tu sais, souvent, la vulgarisation scientifique, si c'est mal fait, ça donne l'idée que, ben là, j'ai trouvé un remède pour le cancer, puis c'est réglé. J'ai trouvé une réponse. Ouais, non, mais attends un petit peu, là. C'est pas tout à fait ça, là. Tu sais, OK? La science se prétend souvent objective, puis c'est important qu'elle fasse des efforts pour l'être, mais ça a ses limites. Tu sais, il n'y a pas un scientifique qui est capable. Enfin, il y en a qui sont capables, mais tant qu'à moi, ils trichent, là, mais pas un scientifique devrait dire c'est noir, c'est blanc. Tous les scientifiques sont dans les teintes de gris, c'est sûr. Puis je pense que la population, souvent, elle voit ça de façon très polarisée. Donc, juste de dire, sois conscient que des études qui ont dit on a la réponse, c'est réglé pour toujours, il n'y en a pas. Dans aucun domaine. Tu sais. Et après ça, si ça en arrive à les intéresser, bien, c'est encore plus intéressant, super, mais juste une certaine nuance, une certaine prudence. Tu as lu quelque chose qui dit ça? Oui, bien moi, je peux te lire d'autres choses qui disent le contraire. Tu peux choisir ton camp, mais en nuance. J'avais donné une formation, moi, avec des agents de services correctionnels sur l'usage des drogues puis sur la possibilité de développer de l'échange de seringues en prison. Parce que ça existe dans le monde, là. Il n'y en a pas au Québec. Il y en a des programmes d'échange de seringues, puis même depuis peu maintenant, on a des sites d'injection supervisés. Okay, évidemment, ça, c'est dans la rue, donc c'est accessible. Mais en prison, on s'entend que c'est une autre game. De dire, ben là, c'est parce que la drogue est interdite. Si je donne des seringues, il y a comme un double discours, tout ça. Puis il faut être capable d'accompagner, dans ce cas-ci, les agents de service correctionnel, de dire, ben OK, tu as tes valeurs, c'est une chose. Tu as ton travail, c'est une chose. Puis il y a la science, puis c'est une chose. Puis je te demande pas de choisir un des trois, mais les trois vivent ensemble. Tu peux pas juste y aller avec tes valeurs. T'sais? Puis si tu choisis d'y aller juste avec tes valeurs, je peux pas te forcer, je vais pas te battre, c'est ton choix. Mais ça a des conséquences sur la société que tu fasses ce choix-là. Toute la finesse de l'éducation critique est difficile parce que, dans le fond, tu amènes à la personne qu'elle n'est pas critique. Donc, il faut que ça soit vraiment fait en douceur, justement, comme tu dis. Ben, moi, je vais tourner le pot. Puis, donc, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit fait, je pense, en finesse comme ça. Plutôt que de dire, ben, je vais t'apprendre les ingrédients parce que tu ne les sais pas puis tu as besoin de les savoir. Donc, j'aime bien ce genre de prudence. Ah oui, la précaution s'applique en tout. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous envisagez de faire après vos projets respectifs? Ma maîtrise, pour moi, c'était une façon d'encore mieux connaître la peau. C'était une façon de faire une différence aussi dans le domaine pharmaceutique et cosmétique. Donc, d'améliorer un peu les dermocosmétiques. Là, on dit les dermocosmétiques, c'est les cosmétiques qui accompagnent, par exemple, un traitement. Donc, d'améliorer ces dermocosmétiques-là, parce que les travaux que je fais actuellement, c'est sur des ingrédients qui sont déjà disponibles sur le marché. Donc, demain matin, si je trouve qu'il y en a un qui aide le psoriasis, bien, une compagnie peut très bien l'inclure dans sa crème, sans dire que c'est une crème antipsoriasique, mais si on le sait que c'est bon pour ça, bien par exemple, les pharmaciens ou encore les clients vont pouvoir l'utiliser et ça va être mieux pour eux. Donc, j'espère que ça va avoir effectivement cet impact-là. C'est un impact qui peut être très rapproché dans le temps, donc j'y crois. Ça peut aller plus loin aussi, mais j'espère aller à l'international avec mon entreprise, ça, c'est sûr. J'ai une cofondatrice actuellement, donc vraiment d'amener la personnalisation, d'amener la science puis le plaisir dans les cosmétiques à un autre niveau. Quand j'avais 16 ans puis que j'avais pensé à ma première entreprise, j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise « Hey, Rachel, t'as une bonne idée, là?
go, vas-y, essaye-la. Au lieu de me dire, j'ai manque de compétences, je manque de ci, il faut que j'aille chercher ça, tu n'auras jamais assez de compétences pour monter une entreprise. Hein. Tu vas toujours avoir besoin d'un peu plus. Tu vas toujours avoir besoin d'une équipe. Fait que j'aimerais ça amener les jeunes de 16 ans, dans ces âges-là, même plus jeunes, d'essayer de passer à l'action. Tu as une idée? Bien, passe à l'action, fais une différence, puis essaye-le. Au pire, tu vas te planter. Puis, tu sais, je veux dire, je me suis plantée dans le passé en essayant des trucs, puis c'est correct, c'est comme ça que tu apprends. Puis oui. même en sciences, c'est la même chose. Quand tu réalises que ta recherche ne prend pas la bonne voie, bien, comprends pourquoi elle ne prend pas la bonne voie, puis reprends ça au début. Fait que c'est le même principe. Moi, je compare beaucoup la recherche à l'entrepreneuriat parce que pourquoi tu fais de la recherche sur ce domaine-là? C'est parce que tu vois qu'il y a un besoin. Tu vois qu'il y a quelque chose à améliorer. Tu vois qu'il y a des gens qui comprennent pas puis il y a vraiment un besoin. Fait que je vais faire une recherche là-dedans. J'ai envie de faire de la recherche qui sert le transfert de connaissances. Moi, j'ai envie d'enseigner aux infirmières, mais j'ai envie de découvrir comment leur enseigner, comment leur parler, comment s'adresser à elles. Les infirmières, ils vivent des choses actuellement très difficiles. Mais je veux dire, c'est pas nouveau. Là, ça vient de péter dans les médias, mais ça fait longtemps que ça existe. Là. Donc, on a tendance à voir la santé de façon justement très technique, là, très cartésienne, très binaire. Tu as la maladie, tu l'as pas, je te donne ton traitement, je te le donne pas. Puis, OK, mais dans le fond, les soins infirmiers, là, ils sont dans oui, mais comment tu vas vivre comme personne qui, tu sais, cet algorithme-là, oui, il y a un algorithme clinique. Là, à un moment donné, je le fais pas, tu l'as pas, oui. Mais tout ça, là, ça se passe à l'intérieur d'une personne qui existe, puis qui a son histoire. Donc, tu sais, quelque chose qui, à tort, pourrait être considéré comme mou ou ésotérique ou désincarné, alors qu'on peut avoir on doit avoir de la rigueur scientifique dans la façon d'aborder le vécu des personnes qui vivent avec le psoriasis ou le VIH ou peu importe. Alors, un gros merci, Rachel, Jérôme. Ça a été extraordinaire comme rencontre. C'est tout pour cette semaine. Vous regardiez Cogito, l'émission de vulgarisation scientifique des étudiantes et étudiants de cycle supérieur de l'Université Laval. On espère que vous avez appris plein de choses. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Et je vous invite à revenir parmi nous autant que vous le voulez, d'ailleurs. Hein. Vous pouvez revoir les émissions à volonté sur YouTube, donc même les émissions antérieures des autres années. Donc, soyez là pour continuer de vous enrichir avec nous.